Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF. Pour cet épisode, nous retrouvons Maître Florence Verhaeghe, avocate au barreau de Rouen, certifiée spécialiste en droit de la santé. Maître Verhaeghe va revenir sur la relation singulière qu'il existe entre le gynécologue obstétricien et sa patiente et des attentes de ces dernières. Cet épisode est enregistré avec Léa pour le micro des gynécos. Donc, bonjour Florence, on se retrouve pour un nouvel épisode, cette fois-ci pour parler de la relation médecin-patient, notamment gynécologue obstétricien et patiente. Est-ce que Non, je vais recommencer. Désolée, j'arrive pas. Bonjour Florence, aujourd'hui on se retrouve pour parler lors d'un nouvel épisode d'une relation particulière entre le médecin et le patient, notamment entre la gynécologue obstétricienne, enfin le ou la gynécologue obstétricienne et la patiente, et ce qu'on appelle un colloque singulier. Est-ce que tout d'abord, tu peux un petit peu définir ce qu'est ce colloque singulier? Alors bonjour Léa, merci de me recevoir à nouveau dans un nouveau podcast et merci de me donner la parole sur cette notion de colloque singulier. C'est une notion que je considère fondamentale et très importante et que je partage souvent en expertise avec les praticiens, mais aussi avec les magistrats et ils apprécient que je rappelle l'existence de ce colloque singulier. Il est suffisamment rare et exceptionnel pour qu'on s'y attarde. C'est quoi ce colloque singulier? C'est une relation bilatérale entre le patient et son médecin qui est particulièrement protégée. C'est une relation en confiance entre le médecin, celui qui sait, et son patient. On prête une expression à Hippocrate souvent qui disait que c'est la rencontre d'une confiance, donc comprenez la confiance du patient, et d'une conscience, celle du médecin, celui qui sait. Et ce colloque singulier, il faut avoir en tête, et ça je pense que c'est important que vous aussi vous y pensiez pendant vos consultations, ce colloque singulier, il est particulièrement déséquilibré. Parce que vous avez la fragilité de cette patiente, alors fragilité, sensibilité de cette patiente qui parfois présente une pathologie, qui souffre, qui a ses problèmes de santé, qui vient vous voir et qui est totalement profane en la matière. Donc c'est une rencontre avec la connaissance technique, la vôtre, celle du médecin. C'est d'autant plus que gynécologue, c'est une spécialité. Donc vous êtes des ultra techniciens et donc vous êtes ultra spécialisé. Donc pour votre patiente, vous représentez un savoir très précis et elle vient vous voir sur un sujet très particulier. Et ce rapport, il est particulièrement protégé par votre déontologie médicale. Là, je vous renvoie aussi à l'importance de votre serment et désormais aussi codifié au sein du Code de la santé publique. Et aussi, ce colloque singulier, il faut savoir qu'il est particulièrement et attentivement étudié par les juges qui veillent à ce que vos obligations déontologiques et vos obligations légales du Code de la santé publique soient respectées au cours de ce colloque singulier. Je prendrai l'exemple très important du devoir d'information qui est le vôtre. Ce devoir d'information, il préserve et il protège particulièrement ce colloque singulier. Et il permet son bon déroulement en confiance entre le médecin et son patient. Et alors, quand ce colloque singulier, cette relation dysfonctionne, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui pousse une patiente à agir? Alors, d'abord, c'est pas anodin, il faut avoir en tête, c'est pas anodin pour une femme, pour une patiente, de se dire je vais prendre rendez-vous chez un avocat parce que malheureusement, c'est la seule solution pour que je sois entendue et pour comprendre ce qui m'est arrivé et pour éventuellement obtenir une indemnisation compte tenu de la gravité de ma situation. Et souvent, ces femmes, elles arrivent dans mon cabinet, elles sont émues, elles sont blessées, elles ne vont pas bien et c'est
très compliqué de prime abord de comprendre très précisément quels sont les reproches, ce qui s'est mal passé, ou finalement d'ailleurs si on est purement et simplement en face d'un aléa thérapeutique, parce qu'en fait on les identifie quand même assez rapidement. Mais en tout cas, et là je soulève l'importance de la présence de l'avocat aux côtés de ses patientes et ou du médecin d'ailleurs qui défendra, c'est que l'avocat il doit rendre compréhensibles les reproches de la patiente parce que ça peut partir dans tous les sens. Ça peut être parfois très difficile à entendre pour le praticien. Donc finalement, l'avocat, c'est lui qui va vous traduire et vous présenter les reproches de la patiente. Bien souvent, je les ordonne et je les classe peut-être parfois tout simplement par ordre chronologique s'il y a plusieurs dysfonctionnements. Je les rends entendables parce que parfois la patiente peut aussi passer dans un registre très vindicatif alors que finalement les reproches peuvent être formulés de manière tout à fait entendable et sérieux. Et je les reformule souvent. Et tout ce travail de l'avocat, ce sont pour présenter les griefs au sein notamment de cette première mise en cause, c'est-à-dire ce que je reproche, moi, patiente, potentiellement au praticien qui m'a pris en charge. Et là, je rappelle, et c'est important de l'avoir en tête, une mise en cause n'implique pas nécessairement une responsabilité à la clé et je vous renvoie à cette notion d'aléa thérapeutique qu'on a évoquée dans notre dernier podcast. Et souvent, une mise en cause peut s'avérer nécessaire pour comprendre la chronologie de la prise en charge. Aussi, je veux attirer votre attention parce qu'on ne sait pas toujours quand on est médecin ou avocat de médecin et de praticien. Moi, par exemple, quand j'envisage une saisie de la CCI et que j'ai des patients qui me disent « Moi, je veux vraiment pas que mon gynécologue soit mis en cause. Il a été super, il m'a accompagnée. Je veux comprendre, je veux obtenir une indemnisation compte tenu de la gravité de mon état. Mais vraiment, je n'ai rien à reprocher au gynécologue qui m'a pris en charge. Il faut savoir, par exemple, que la CCI, la commission de conciliation d'indemnisation des accidents médicaux, dans la mise en place de la procédure, nous invite à vous mettre en cause parce que bien souvent les experts estiment que votre mise en cause permettra aussi, il faut dire, d'obtenir un dossier médical complet, à défaut d'avoir pu l'obtenir directement par un courrier, et bien comprendre la prise en charge. Et souvent, dans ces cas-là, moi, j'invite toujours mes clientes, donc vos patientes, à l'exprimer au décours des opérations d'expertise et à bien dire oui, vous êtes là, vous êtes mis en cause, mais je n'ai pas de reproche, je n'ai pas de grief à votre encontre, mais on a besoin de comprendre ce qui s'est passé et donc je vous ai mis en cause. Et moi, je le reformule aussi systématiquement et d'emblée, je désamorce en cas d'incompréhension où je sens que c'est tendu, je les désamorce immédiatement et j'explique la mise en cause et pourquoi elle a été nécessaire et elle a été demandée par la CCI. Est-ce que tu as identifié précisément ce qui pousse les patientes à agir? Alors oui, Léa, il y a un critère que j'ai identifié et que j'identifie toujours bien souvent. Ce sont les conséquences graves de l'acte en cause qui obligent une patiente à se rendre chez un avocat et à vouloir agir. Entendez donc que quand les conséquences ne sont pas graves, elles ne vont pas jusqu'à saisir un avocat. En revanche, quand les conséquences sont graves, in fine, bien souvent leur assureur ou on leur conseille de saisir un avocat parce qu'une procédure risque d'être nécessaire. Peut-être pour que vous compreniez bien et que vous puissiez appréhender finalement les raisons qui pourraient conduire une patiente à agir et à saisir un avocat, je vous donne des exemples. J'ai l'exemple de cette cliente qui se présente finalement en postpartum avec un périnée complet, avec une incontinence au gaz et qui est infirmière. Elle m'explique qu'elle n'a aucune station debout prolongée possible. Elle ne peut donc pas reprendre son activité professionnelle à temps plein. Elle a une vie personnelle et intime qui est totalement sinistrée. Elle a des pertes de revenus du fait de son activité professionnelle qui ne peut plus être maintenue à temps plein. Et elle me consulte, non pas qu'elle est vent debout
devant le gynécologue obstétricien qui l'a accouché et qui a fait naître son enfant. Mais c'est bien parce que sa situation professionnelle qui est très compliquée ou encore sa vie personnelle qui est très sinistrée, qui la conduisent à saisir un avocat parce qu'elle veut obtenir une indemnisation de son préjudice. C'est vraiment ici, par exemple, le besoin indemnitaire de la patiente et donc de la victime qui conduit à agir. J'ai encore un autre exemple, si vous voulez, à vous donner. C'est le cas de ma cliente qui a connu un retard à la césarienne, ensuite d'une lecture fautive du RCF, c'est-à-dire que vous avez un obstétricien qui n'a pas identifié un code rouge, qui n'intervient pas, donc un retard à la césarienne est identifié, l'enfant malheureusement naît en état de mort apparente. Là encore, c'est la gravité des conséquences qui conduisent cette patiente à finalement vouloir agir. Et quand vous discutez avec donc moi, c'est ma cliente, parce que je demande toujours quel est l'objectif de la procédure souhaitée, c'est très important de leur demander l'objectif. Et là, par exemple, pour le cas de cette cliente, c'est parce que clairement, elle se sentait totalement responsable de la mort de son enfant. Il n'y a pas de demande indemnitaire, c'est-à-dire qu'elle ne recherchait pas une réparation de son préjudice, bien qu'il y ait un préjudice certain chez cette dame. Ce qu'elle voulait avant tout, c'est ce besoin d'explication, le besoin d'obtenir une expertise médico-légale pour comprendre ce qui s'était passé et finalement, comprenez bien, se déresponsabiliser du décès de son enfant. Là encore, vous serez mis en cause, mais chez cette cliente, j'ai jamais entendu de mots plus haut plaute à l'encontre du gynécologue obstétricien, par exemple. C'était vraiment finalement une démarche toute personnelle qu'elle souhaitait mener. Donc c'est un point de vue délicat à adopter quand vous avez une mise en cause. C'est très difficile certainement à vivre pour vous, pour le praticien. Mais je pense que cet exercice aujourd'hui de réaliser ce colloque singulier, de l'identifier, vous permettra à vous, gynécologue obstétricien, de comprendre les motivations de votre patiente qui ne sont pas forcément contre vous, mais bien souvent pour la demanderesse elle-même. Je vais me servir de mon expérience maintenant pour vous dire que ça fait 10 ans que j'exerce en qualité d'avocat spécialisé en droit de la santé et c'est très rare que j'entende des clientes qui ont une volonté de revanche à l'encontre du praticien. J'ai plutôt souvent des clientes en situation de souffrance et qui veulent que cette souffrance soit reconnue, prise en charge et indemnisée. C'est pourquoi je vous invite plus à considérer la mise en cause pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un accident médical. Finalement, vos patientes, bien souvent, elles ont bien réalisé qu'il n'y avait aucune intention de votre part et que, en l'absence d'intention, c'est vraiment un risque qui doit être accepté de part et d'autre. Merci beaucoup en tout cas de nous donner, de nous livrer ce point de vue qui est vraiment important pour nous et en tant que gynécologue obstétricien dans notre pratique, parce qu'effectivement, on est dans une relation humaine entre une patiente et un médecin et qu'on peut parfois être très touché des mises en cause, alors que c'est quelque chose de licite pour une patiente d'avoir recours à une information et à une explication d'une situation. Merci beaucoup en tout cas Florence, parce que c'est un beau travail quand même de clarification de plein de choses. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.